Bonjour et bienvenue. Catherine Faucheux, consultante à Syndex depuis une trentaine d'années et au service des représentants du personnel. Et moi-même, Romaric Vidal, intervenant à Syndex sur la partie SSCT, anciennement CHSCT. Je réalise des expertises sur projets importants et sur risques graves et je réalise aussi des formations SSCT pour les élus. Euh, on va dans un premier temps, lors de cette présentation, vous indiquer un peu les bonnes pratiques et les astuces pour bien démarrer votre mandat. Et puis, sur la deuxième partie du webinaire, on répondra à vos questions. Je pense qu'on peut lancer notre présentation sur les 8 clés. Alors 8, vous en trouverez sans doute d'autres, mais c'est celles qui nous paraissent les plus importantes, effectivement, pour le bon déroulement de votre mandature. Voici le programme du webinaire. Donc, l'introduction a été faite. Ensuite, on va vous lister les 8 pistes pour renforcer l'efficacité du CSE. L'objectif étant d'être euh, le plus efficace possible et le mieux organisé possible. Ensuite, nous conclurons et puis interviendront vos questions et interrogations. Suivant les seuils en effectif, donc on va se retrouver en fonction de vos réponses dans les entreprises de plus de 50 salariés avec différentes prérogatives et plus l'entreprise est importante en taille, plus la complexité du CSE se renforce avec un certain nombre de prérogatives supplémentaires et de droits supplémentaires, notamment par l'intermédiaire des commissions et par l'intermédiaire du nombre de réunions, des heures de délégation, etc. Donc voilà, c'était pour mieux cibler un petit peu. De toute façon, vous disposerez du support, hein, donc les éléments, vous pourrez les consulter à l'issue de ce webinaire. Nous allons pouvoir passer à la suite pour aborder les 8 pistes que nous vous préconisons pour l'approche de votre mandat. Le premier conseil qu'on peut vous donner quand vous démarrez votre mandat, c'est d'essayer de vous fixer un certain nombre d'objectifs. Il ne faut pas des objectifs énormes, mais des objectifs réalisables. Mais il faut essayer de les définir précisément pour mettre en place une organisation qui vous permettrait de les atteindre. La première chose, comme je viens de le dire, c'est de définir l'organisation du CSE pour instaurer une dynamique collective. Vous pouvez faire partie de CSE où vous pouvez être relativement nombreux. Comme l'a dit Catherine, vous pouvez avoir beaucoup de prérogatives à gérer. L'organisation est fondamentale. Donc, il faut essayer de se répartir les tâches entre les élus, peut-être en fonction de l'expérience, des appétences, des compétences. Planifier les préparatoires, on y reviendra, mais il est très important de préparer toutes vos plénières et de mettre en place des préparatoires un petit peu avant, de trouver le moyen de bien articuler les différentes commissions. Le CSE est une organisation complexe qui nécessite de s'articuler entre les différentes commissions. Et puis, bien sûr, dès la première réunion, désigner les membres de la commission, notamment les membres de la commission SSCT. Deuxième point à réaliser, c'est de rédiger un règlement intérieur. Très souvent, les accords dialogue social du CSE sont assez génériques. Le règlement intérieur peut permettre de rendre plus opérationnel l'accord du CSE et de préciser des modes de fonctionnement. L'objectif étant de rendre les réunions du CSE les plus efficaces possibles, puisqu'il faut vraiment considérer ces réunions du CSE comme des réunions de travail. Troisième objectif, améliorer les conditions de travail de vos salariés, ça fait partie de vos prérogatives. Ça va nécessiter de votre part de travailler sur la documentation. Donc, il faudra consacrer un temps à la lecture et à la préparation. Bien sûr, aller sur le terrain, vous rendre visible. Et puis, contribuer à l'analyse des risques professionnels via le CSE ou la commission SSCT. Dernier point, et on le verra un peu plus tard avec Catherine, il faut essayer de définir un programme annuel que vous déclinerez mensuellement, c'est-à-dire essayer de définir un certain nombre d'objectifs qu'il faudra décliner mensuellement. Ça vous permet de faire vivre les prérogatives SSCT, les prérogatives économiques et sociales. Pour cela, on vous invite à obtenir très rapidement le calendrier annuel avec les réunions ordinaires et les informations consultation. Donc, vous avez un calendrier
sur l'ensemble de l'année et vous allez pouvoir positionner l'ensemble de vos réunions. Donc là, on est dans le cas de 11 réunions par an. Naturellement, ça dépend à la fois de votre accord de fonctionnement et de la taille de l'entreprise, hein, puisque dans les moins de 300, vous êtes sur un nombre de réunions qui est plus réduit. Bon, supposons que vous avez 11 réunions par an, parce qu'en général, il y a un mois sans réunion, mais ce n'est pas forcément une obligation en soi, eh bien, de bien positionner vos préparatoires sur chacune de ces réunions pour effectivement avoir un CSE efficace en fonction des thèmes que vous allez devoir aborder. Donc, sur ces thèmes, il va aussi falloir sur ce calendrier, enfin, il serait en tout cas préférable sur ce calendrier, de fixer vos 4 réunions au cours desquelles vous traitez de façon obligatoire les points SSCT. Donc 4 réunions dans l'année. Vous avez aussi les 3 informations consultations récurrentes. Alors là, je vous rappelle que ça dépend un petit peu de votre accord de fonctionnement, puisque dans l'accord de fonctionnement, vous pouvez avoir défini un temps de consultation tous les 3 ans, par exemple, pour les orientations stratégiques, tous les ans pour la situation économique et financière, tous les ans pour la politique sociale, hein. Donc, vous avez les 3 temps d'information consultation récurrents qui vont ou qui devraient être positionnés sur votre calendrier social de façon à préparer ces informations consultations. Vous avez aussi naturellement le droit à l'expertise. Alors, l'expertise vient en support de vos différentes informations consultations, mais pas que. Vous pouvez avoir recours à une expertise dans d'autres champs. Là aussi, il faudrait les prévoir, puisque quand vous désignez un expert sur une information consultation, vous avez une remise de l'avis qui est décalée dans le temps pour laisser le temps, tout simplement, à l'expert de faire son travail. Donc, il est bon aussi de le positionner sur le calendrier et de définir en amont si vous avez l'intention de recourir ou pas à un expert dans le cadre de ces consultations. Vous avez, en fonction de la taille de l'entreprise, des commissions. Donc, si vous avez des commissions qui sont sur la formation, des commissions sur l'égalité professionnelle, commission économique à partir de 1000 salariés, il serait bon là aussi de positionner les moments préférables pour réunir ces commissions, pour aider le CSE ou arriver en appui au CSE pour la remise de leur avis et d'un avis motivé dans le cadre des informations consultations. Quand positionner les 4 inspections trimestrielles, à vous de voir effectivement, puisque vous avez droit à 4 inspections trimestrielles, donc une par trimestre, que vous pouvez positionner dans l'année en fonction de vos différentes contraintes d'organisation de CSE. Et vous verrez que quand vous aurez positionné tous ces éléments-là, viendront se rajouter la question des 3 négociations obligatoires, les 3 négociations obligatoires qui ont besoin de vos travaux, en tout cas les DS ont besoin de vos travaux en support pour avoir toutes les informations nécessaires à une juste négociation, notamment les aspects économiques pour aller en NAO, par exemple, l'égalité pro aussi pour aller en NAO. Donc voilà, positionner ces différents temps d'information consultation, les différents temps d'expertise si vous le souhaitez, les différents temps de temps SSCT, de façon à alimenter là aussi, de façon coordonnée, vos 3 négociations obligatoires. Et dans tout ça, il nous paraît particulièrement important d'impliquer aussi vos suppléants, hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes titulaire ou suppléant, on n'a pas créé ce petit sondage, mais que vous soyez titulaire ou suppléant, il est important de vous impliquer tous dans l'organisation de ce CSE pour enrichir tout simplement chacun de vos compétences, le CSE. Les représentants de proximité, donc là aussi, ça dépend de l'organisation de votre entreprise. Si vous êtes multisite, il est bon d'avoir des représentants de proximité qui sont, comme leur nom l'indique, en proximité avec le terrain et peuvent vous faire remonter des informations qui sont importantes dans le cadre de vos prérogatives. Deuxième objectif, bien se répartir le travail. Comme je vous l'ai dit, vous avez énormément de prérogatives. Si vous n'êtes pas organisé, si vous ne répartissez pas le travail, vous ne pourrez pas faire vivre ces prérogatives. Ça va passer principalement par de l'échange collectif. Il est très important de travailler collectivement et de préparer les dossiers collectivement. Il est très important aussi d'impliquer chaque membre du CSE en fonction de ses compétences, en fonction de son expérience aussi. Les plus capés pourront commencer à donner
des tâches pour faire monter en compétence les nouveaux arrivants. Donc, premièrement, il convient d'identifier les compétences et les appétences. Peut-être que certains ont une expérience anciennement CE, ont une expérience anciennement CHSCT. Il faut s'appuyer sur ces compétences. Il faut essayer de spécialiser certains membres sur les questions environnementales, sur la partie SSCT. Bien sûr, si vous avez une commission SSCT, il est très important de pouvoir leur donner tout ou partie de vos prérogatives SSCT pour libérer le CSE sur d'autres tâches à effectuer, spécialisé sur les questions économiques, sociales et les œuvres sociales. Donner un rôle aux suppléants, comme vous le savez, la loi est beaucoup moins protectrice pour les suppléants, pas d'heure de délégation sauf accord. Donc, il faut essayer de trouver une organisation pour essayer de les impliquer, notamment, on verra tout à l'heure en leur donnant des heures de délégation, pour qu'ils puissent aussi, eux, préparer leur dossier, puisqu'ils sont susceptibles de remplacer un titulaire. Il ne faut surtout pas que le suppléant soit passif. Et puis, reporter ou mutualiser les heures de délégation dans le respect de la loi et de vos accords. Les ordonnances Macron ont réduit le nombre d'heures. Il est très important d'éviter de perdre des heures. Donc, utilisez vos heures, donnez-les, mutualisez-les pour pouvoir faire passer l'ensemble de vos prérogatives. Alors, Romaric, nous avons une question qui, je pense, est intéressante pour tout le monde. Non, tu peux passer à la slide suivante. Ce que je propose sur les inspections, Romaric répondra tout à l'heure dans la slide suivante ou dans la présentation qui suit et on reprendra vos questions à ce moment-là, hein. On a deux questions en fait sur les inspections, en quoi elles sont obligatoires et notamment ce qu'elles concernent. Voilà, donc nous reprendrons ces deux questions-là quand Romaric en sera à la slide suivante. Nous, ce qui nous importe de vous faire passer comme information, voilà, c'est l'importance de la circulation de l'information. Et la circulation de l'information est à tout niveau, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du CSE, cette information doit pouvoir circuler entre les titulaires et les suppléants. On a parlé tout à l'heure des commissions. Les commissions, elles sont là pour appuyer les travaux du CSE quand elles existent, hein, puisqu'on a des seuils d'effectifs. Donc effectivement, ces commissions pour les entreprises entre 50 et 300, il y en a peu de commissions obligatoires, mais rien ne vous empêche dans votre règlement intérieur et votre accord de fonctionnement de prévoir, si la direction est d'accord, de prévoir des commissions sur des seuils inférieurs à 300. Donc, un échange important puisque ces commissions sont là pour travailler en amont des différents temps d'information, consultation ou des négociations et peuvent apporter des informations importantes au CSE qui, lui, est le seul décisionnaire en termes de remise de l'avis. Une importance aussi de faire circuler l'information avec les organisations syndicales, puisque, bien, on l'a vu tout à l'heure sur le calendrier, vous avez aussi vos temps de négociation pardon, qui sont à intégrer dans votre agenda social de façon à ce que les informations que vous collectez au travers du CSE puissent alimenter vos organisations syndicales et inversement. Représentants de proximité, on l'a évoqué là aussi tout à l'heure, il est important de les écouter et de trouver les moyens de faire remonter les informations dont ils disposent, puisque la fonction d'épée, on le verra un petit peu plus tard, a disparu avec les ordonnances, ou en tout cas, il n'en est plus dit grand-chose, et les représentants de proximité ne fonctionnent que par les moyens que vous leur attribuez. Et c'est une source, malgré tout, essentielle pour faire remonter l'information du terrain vers le CSE. Et naturellement, pour finir, vos experts, alors pas seulement vos experts comme Syndex, mais vous avez aussi les experts en termes de droit, donc vos avocats, vos experts SSCT, vos experts en termes de technologie de l'information et de la communication, qui peuvent intervenir et vous apporter des éléments et de l'expertise pour vous aider dans le cadre de votre rôle et vos prérogatives de CSE. L'importance de se rendre visible, l'importance d'aller sur le terrain, c'est un des conseils qu'on donne aux élus quand ils prennent leur mandat. Il faut absolument que vous alliez à la rencontre de vos collègues. Sur la partie SSCT, c'est absolument fondamental, puisqu'une partie de votre activité va être basée sur les conditions réelles de travail. Comment se saisir des conditions réelles de travail? C'est en allant sur le terrain et votre mandat vous met à votre disposition 3 véhicules pour aller sur le terrain.
Le premier, c'est l'inspection trimestrielle, minimum 4 par an, mais vous pouvez en faire beaucoup plus. L'objectif de l'inspection trimestrielle, c'est de procéder à des observations et à des entretiens avec les collègues pour essayer d'identifier leurs problématiques en termes de conditions de travail. L'objectif de l'inspection trimestrielle, c'est de se placer avec l'employeur dans une dynamique d'amélioration continue. C'est-à-dire que on va faire des constatations, on va faire des propositions, et l'année d'après, on va y retourner, voir si les conditions de travail se sont améliorées ou se sont dégradées. Alors, ça peut être de simples observations sur l'aspect sécurité, hygiène, mais ça va être aussi sur les espaces de travail, chaleur, bruit, lumière. Ça peut être aussi sur le poste de travail, la qualité des outils, la qualité du matériel, et puis bien sûr par des entretiens pour essayer de se saisir de façon plus précise des conditions de travail réelles de vos collègues. Vous avez un deuxième véhicule qui est Alors, l'enquête. en fait, Romaric, je t'interromps parce que, il y a des questions donc, sur ces inspections trimestrielles. Peut-être rappeler les seuils d'effectifs à partir du moment où ces inspections peuvent être menées, si elles sont obligatoires. C'était notamment les questions que Oui. nous avions Alors, dans comme le... vous n'avez absolument, en tant qu'élu, aucune obligation. Vous avez des prérogatives. Donc, vous n'êtes pas obligé de les faire. Nous, on vous invite, bien entendu, à les faire puisque l'inspection trimestrielle va vraiment vous permettre de travailler sur les conditions de travail. Euh, et ces inspections trimestrielles se font à partir de 50, un effectif de 50. Donc, pas d'obligation, une obligation morale vis-à-vis de votre mandat, hein. Mais si vous voulez vraiment vous saisir des contraintes de vos collègues, il est très important de les faire. Alors, on ne peut pas décliner tout ce qui doit être fait pour l'inspection trimestrielle. Je vous invite bien sûr à y aller au moins à deux. Ces inspections trimestrielles sont imputées sur vos heures de délégation. Donc, ça peut être relativement important. Donc, ça s'organise en amont, surtout si vous avez plusieurs sites, surtout si vous avez des temps de trajet importants. Là, on va voir que la mutualisation des heures en amont va être un moyen important pour pouvoir réaliser les inspections trimestrielles. Alors, empiriquement, on se rend compte que l'inspection trimestrielle, c'est souvent un outil qui est sous-utilisé par les élus. Et donc, on vous invite à les réaliser. Vous avez un deuxième véhicule qui s'appelle l'enquête. C'est-à-dire que quand il y a un événement important du type accident du travail, maladie professionnelle, ou alors un droit d'alerte qui a été déclenché par les élus dans le cadre d'un danger grave et imminent, alors on doit réaliser une enquête du CSE. L'enjeu ici, et je ne pourrais pas décliner plus avant. Mais le point important ici, c'est que l'employeur vous prévienne dans les meilleurs délais. C'est-à-dire que quand il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur doit vous prévenir dans les meilleurs délais. Et on se rend compte que très souvent, pour différentes raisons, pareil que je n'expliciterai pas ici, l'employeur peut avoir tendance à retenir l'information. Donc, il faut s'assurer auprès de l'employeur, et ça se fait dès les premières réunions, bien demander à l'employeur quelle est la procédure prévue pour que les élus soient prévenus à partir du moment où il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle. Toujours l'objectif de l'enquête, c'est d'améliorer la prévention, de comprendre ce qui s'est passé pour améliorer la politique de prévention. À la différence de l'inspection trimestrielle, l'enquête se réalise de façon paritaire avec l'employeur et cette enquête n'est pas imputée sur les heures de délégation. Et puis enfin, troisième véhicule, c'est ce qu'on appelle les visites de site, visites de service. Alors, le terme de visite de service n'apparaît pas dans le Code du travail, hein, c'est du jargon. Euh, le Code du travail dit que vous avez un libre accès aux salariés et aux locaux. L'information qui est importante ici, c'est que l'employeur ne peut pas vous interdire de discuter avec vos collègues et ne peut pas vous interdire l'accès aux locaux de l'entreprise. L'objectif de la visite est double. Premièrement, se rendre visible et deuxièmement, prendre la température. Voilà. Est-ce que ça va bien ou pas dans ce service? Est-ce que ça ne nécessiterait pas une inspection, par exemple? En tout cas, on vous invite régulièrement à prendre une heure de délégation, enfin des heures de délégation, pour aller vous déplacer dans les services concernés. Ça, c'était sur les prérogatives SSCT. Puis bien sûr, vous avez encore vos prérogatives d'épée. On vous invite aussi à mettre en place des permanences. L'objectif étant que les salariés puissent venir vous voir, soit pour discuter de sujets compliqués, mais aussi pour toutes les œuvres sociales, hein, la distribution des chèques cadeaux, etc., des chèques vacances. L'objectif étant aussi de se rapprocher du terrain pour alimenter les questions
DP. Voilà, donc on avait un certain nombre de questions hein, sur ces inspections trimestrielles. J'espère qu'on a bien répondu à vos attentes. Sinon, n'hésitez pas à remettre la question dans dans le question-réponse. Et puis, nous reviendrons dessus en fin de présentation. Le travail documentaire est aussi très important, hein. Ce sont les deux piliers de votre action pendant le mandat, hein, c'est-à-dire le travail de terrain et le travail documentaire. Vous pouvez vous appuyer sur un certain nombre de ressources. D'abord, des textes législatifs, bien entendu, le Code du travail, avec la partie sur la disposition d'ordre public et puis les dispositions supplétives. Bien sûr, les textes de votre entreprise, avec l'accord du fonctionnement du CSE, le règlement intérieur du CSE, mais aussi le règlement intérieur de votre entreprise. Et puis, vous pouvez aussi avoir d'autres ressources, travailler un peu sur les jurisprudences, sur la documentation qui peut vous être fournie par l'ANACT, qui peut vous fournir un certain nombre de fiches très intéressantes, l'INRS, bien entendu, qui est un site qui est extrêmement riche en termes de support. Vous avez aussi une revue qui est un site très important qui s'appelle Santé et Travail. Vous pouvez avoir un certain nombre de dossiers qui peuvent vous intéresser. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut réussir pour un élu à allier ces deux méthodologies, le travail de terrain et le travail documentaire. Le conseil qu'on vous donne, c'est organisez-vous, organisez vos heures de délégation pour que vos réunions soient efficaces. Il faut vraiment considérer les réunions, je le redis, mais comme des temps de travail, des temps d'échange. Il ne faut pas que la réunion du CSE soit un temps où vous allez recevoir des informations descendantes, où vous allez être passif vis-à-vis de la direction. Ça veut dire que ces réunions-là doivent être préparées. On doit avoir le point de vue du CSE pour pouvoir communiquer avec l'employeur et essayer de faire avancer vos idées. Pour cela, on vous donne le premier conseil, c'est de flécher vos heures de délégation. Les heures de délégation sont moins nombreuses. Il faut savoir gérer la pénurie. Il faut éviter de perdre des heures de délégation et il faut les organiser pour être plus efficaces. On vous invite à donner des heures de délégation systématiquement à vos suppléants. L'objectif étant qu'à minima, ils puissent lire la documentation remise par la direction et qu'ils puissent participer au préparatoire. L'objectif étant que s'ils doivent suppléer un titulaire, qu'il soit le plus efficace possible. Organiser systématiquement des préparatoires. Les préparatoires se font sur les heures de délégation. On vous invite à faire une préparatoire entre le moment où vous recevez l'ordre du jour et la convocation et la documentation et la plénière. Essayez de dégager du temps pour lire, d'aller sur la BDSE et lire la documentation. On vous invite, comme je l'ai dit tout à l'heure, à réaliser vos inspections trimestrielles. Ça se prépare. Ça peut être chronophage si vous avez du temps de déplacement, si les sites sont grands. On vous invite au moins à y aller à deux pour des raisons pratiques, c'est-à-dire peut-être que dans le binôme, un collègue peut prendre des notes, l'autre peut mener les entretiens. Donc, vous voyez, ça va prendre du temps. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, réaliser des visites, aller à la rencontre de vos collègues. Et ça passe par les heures de délégation. L'autre versant, c'est de s'organiser. On l'a dit dès le début, mais on le redira jusqu'à la fin. Il faut absolument que vous soyez organisé. Il faut penser l'organisation du CSE, de la commission SSCT. Donc, la préparatoire entre l'ordre du jour et la plénière. Essayez de vous mettre des jalons à travers un programme de travail annuel. Impliquer les suppléants. Les suppléants d'aujourd'hui peuvent être les titulaires de demain. Il faut les impliquer. Travailler collectivement. On sait que par rapport à l'expérience, à l'appétence, on peut avoir des gens qui prennent une grosse partie du boulot. Il est très important de travailler collectivement pour être plus efficace, pour partager l'effort. Vous avez un mandat, vous avez aussi une vie professionnelle et une vie privée. Si vous travaillez collectivement, vous pourrez mener plus facilement ces trois missions. Voilà. Et ça permet de contribuer collectivement, de partager vos informations. Ça, c'est très important. Ne prenez pas de retard sur les PV. Le PV est un document juridique officiel. Il faut que les PV soient rédigés. Moi, je vous invite à avoir une rédaction plutôt exhaustive. Donc, ça peut être long. Il ne faut pas prendre de retard sur les PV. Donc, si vous avez la possibilité, à travers l'accord de méthode ou à travers votre budget, prenez un prestataire, un scribe, qui vous fera gagner du temps.
Alors, j'étais en train de répondre dans les questions-réponses. Tu peux peut-être y aller. Il y a encore des questions sur les inspections trimestrielles, Romaric, pendant que je passe au sixième point ou à la sixième recommandation. Nous vous recommandons de formuler des avis qui sont motivés. Un avis de CSE, ce n'est pas seulement oui ou non, favorable, défavorable. Il faut le motiver, votre avis, pour qu'il ait du poids vis-à-vis de la direction et ça vous donne de la légitimité supplémentaire dans le cadre de cet avis. Si vous avez en tête le processus de consultation, nous vous rappelons que dans ce processus de consultation, il y a la partie information. Cette information est normalement remise dans votre BDESE. Je vous rappelle qu'elle est obligatoire à partir de 50 salariés. Donc, on a une petite question sur laquelle on reviendra tout à l'heure quand on en sera aux échanges sur cette BDESE, puisque vos directions ne sont pas toujours, comment dire, d'accord pour remettre les informations dans cette BDESE. Donc, cette consultation, elle est préalable à la mise en œuvre du projet, mais elle n'empêche pas le projet. C'est-à-dire qu'au terme de votre processus d'information-consultation, quel que soit votre avis, l'entreprise peut, contrairement à ce qui était avant les ordonnances, peut lancer son projet. D'où l'importance de motiver votre avis du CSE pour rappeler d'une part les faits, l'objet de la consultation, reposer un petit peu le cadre dans lequel vous êtes consulté, éventuellement critiquer la qualité de l'information que vous avez reçue dans le cadre de cette information consultation. Elle était complète ou elle était incomplète ou insatisfaisante, insuffisante. Enfin, vous la qualifiez en fonction de votre appréciation. De mettre en évidence aussi dans cet avis les conséquences que le projet va avoir, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et plus particulièrement sur l'organisation et les salariés de l'entreprise. Si vous avez des propositions à faire, des propositions alternatives, hein, ne vous sous-estimez pas, vous avez la connaissance du terrain, donc vous pouvez formuler des propositions et comment dire, formuler aussi des vœux pour être particulièrement attentif, ou alors nous veillerons à ce que, etc., etc., pour ensuite conclure l'avis et soumettre cet avis au vote du CSE. Je vous rappelle là aussi qu'à partir du moment où le CSE aura voté cet avis, ça deviendra juridiquement l'avis du CSE et il pourra être communiqué. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre la publication du procès-verbal qui intervient forcément le temps de faire le PV, de l'approuver en réunion. Ça veut dire que vous avez un mois de délai, voire plus, avant de pouvoir publier votre avis. Là, le fait qu'il soit voté en CSE vaut juridiquement l'avis du CSE et vous avez la possibilité de le communiquer immédiatement à l'issue de votre réunion. Naturellement, veillez à ne pas introduire dans cet avis du CSE des informations que la direction vous a données comme étant confidentielles ou qualifiées comme telles pour éviter tout conflit avec votre direction sur cet élément-là. Un avis du CSE n'est pas un cumul d'avis d'organisation syndicale. Voilà, c'est vraiment l'avis du CSE qui doit être voté à la majorité par l'ensemble des membres du CSE. Votre avis, une fois qu'il est émis, qu'il est voté, qu'il est communiqué, n'hésitez pas à le suivre. Si vous avez fait des recommandations ou si vous avez émis des vœux ou si vous avez formulé des alternatives, il est important pour vous de suivre ce que devient cet avis. Qu'en fait la direction? Et si elle n'en fait rien, vous pouvez naturellement relancer la direction pour lui rappeler ce que vous aviez dit, soit l'année précédente, quand vous êtes dans le cadre d'une nouvelle consultation, si on parle des consultations récurrentes, et de revenir sur cet avis tant que la direction ne vous aura pas soit répondu, soit apporté des éléments qui vont dans le sens de vos souhaits au service des salariés. Septième recommandation, n'oubliez pas, vous avez un droit à la formation qui est relativement significatif en chaque début de mandat. Donc, je ne sais pas si vous y avez, ce sera l'objet du petit sondage suivant. On est quand même depuis les ordonnances, dans un champ de prérogatives qui s'est renforcé et qui se complexifie, puisque au sein d'une seule instance désormais, vous allez devoir traiter les champs économiques, les champs sociaux, les champs environnementaux et les champs qui relèvent de la santé et de la sécurité et des conditions de travail. Donc ces éléments-là, vous devez les intégrer dans le cadre de vos prérogatives
avec des moyens qui ont été restreints par ces nouvelles ordonnances, avec un nombre d'élus qui s'est trouvé minoré, un nombre d'heures de délégation qui s'est trouvé minoré et une certaine perte par rapport à la proximité, même si normalement vos représentants de proximité sont là pour vous aider à faire remonter les problèmes sur les différents sites. Alors, les heures de délégation, j'en profite puisqu'il y a eu une petite question. Les heures de délégation, elles sont fixées en fonction des seuils d'effectifs et elles peuvent être naturellement abondées par le biais de votre accord de fonctionnement qui peut déterminer des heures de délégation sur un volume supérieur à ce qui était prévu. Pareil pour le nombre d'élus, c'est-à-dire que vous avez le cadre légal, mais rien ne vous empêche dans le cadre de votre négociation sur votre accord de fonctionnement de voir avec la direction si vous pouvez disposer de moyens supplémentaires. Donc tout repose sur cet accord de fonctionnement et vos droits à la formation reposent aussi sur cet accord de fonctionnement puisque c'est cet accord qui va préciser en fait la façon dont vous allez pouvoir recourir à la formation des élus. Différents champs possibles. Vous avez droit à la formation sur les champs économiques, sociaux et environnementaux et dans le cadre de votre prise de mandat, mais sur l'ensemble de la durée de votre mandat, vous avez droit à 5 jours de formation. 5 jours de formation dont les heures, pour lesquelles les heures des titulaires sont prises en charge par la direction, pas pour les suppléants, sauf un accord avec la direction, un accord préalable avec la direction pour cette prise en charge, mais vous pouvez prendre des heures de délégation si la direction le refuse. Donc, et ce sont des formations pour lesquelles le CSE finance les coûts pédagogiques. N'oubliez pas que dans toute formation, il faut anticiper et faire une demande pour cette formation au moins un mois avant le début de votre formation auprès de votre employeur qui doit vous répondre sous 8 jours. L'autre volet, ce sont les formations qui sont relatives à la sécurité, la santé et les conditions de travail. Vous avez là droit à 3 ou 5 jours. 3 jours en cas de renouvellement de mandat et 5 jours en cas de nouveau mandat. Ces formations agréées sont financées à 100% par l'employeur. Voilà, dans le cadre des formations, n'hésitez pas à utiliser ces droits. Ils ne sont pas forcément à utiliser au cours de votre première année de mandat. Vous avez vos 4 ans pour utiliser ce droit à la formation. Et dans les champs économiques, comme dans les champs sécurité, santé et conditions de travail, vous avez des thématiques qui peuvent être poussées et, suivant vos besoins, qui peuvent être développées en formation et qui rentrent totalement dans le cadre de ce droit à la formation des élus. Sur votre droit à assistance par des experts, c'est un élément important puisque l'expert vous apporte un regard extérieur et vous apporte ses compétences. Et si vous choisissez des experts qui sont spécialisés dans l'accompagnement des élus, ils vous apportent aussi leurs connaissances par rapport à leur expérience au service des élus de CSE. Donc, vous avez les expertises qui sont dans le cadre d'informations, consultations qui sont récurrentes. Vous avez notamment pour celles qui sont financées à 100% par l'employeur, la consultation en vue de la situation, la consultation pardon, sur la situation économique et financière de l'entreprise qui va concerner à la fois la santé financière mais aussi l'activité de l'entreprise et reprendre la partie prévisionnelle, c'est-à-dire le budget de l'année N par rapport aux comptes qui vous auront été fournis sur l'année N-1. Donc, cette information consultation récurrente, elle est financée à 100% par l'employeur. Deuxième information consultation récurrente financée à 100% par l'employeur, c'est celle qui touche la politique sociale, l'emploi, les conditions de travail et qui, elle, va rassembler en fait pour les anciens élus, s'il y en a, avant les ordonnances, les 17 temps de consultation qu'il y avait tout au long de l'année sur les champs sociaux. Vous avez aussi financé à 100% par l'employeur les expertises qui sont au service des comités de groupe. Alors là, on n'est pas dans un cadre d'information-consultation, puisque je vous rappelle que les comités de groupe ne sont pas consultés. En revanche, ils sont informés et dans ce cadre-là, ils ont droit à à un accompagnement d'experts financé à 100% par l'employeur. Je vais laisser la parole à Romaric pour les expertises ponctuelles. Alors, les expertises ponctuelles qui sont prises en charge à 100% par l'employeur, vous avez l'expertise risque grave, qui est une expertise qui émane du CHSCT, c'est-à-dire que quand un élu, un CSE, constate
l'existence d'un risque actuel et identifié, peut faire appel à un cabinet d'expertise pour l'accompagner, pour réaliser un diagnostic organisationnel et lui proposer des axes d'amélioration. La deuxième expertise, c'est dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, qui peut porter sur des questions économiques, comptables, mais aussi les conséquences sur les conditions de travail. Ça aussi, c'est pris à 100% par l'employeur. Et puis, dernière expertise ponctuelle, prise en charge à 100%, c'est sur les négociations sur l'égalité euh, professionnelle. Vous avez ensuite, Romaric, si tu veux bien continuer, Oui. les expertises qui sont soit cofinancées, soit en financement à 100% par le CSE. Voilà, là, on n'est plus sur un. Voilà, exactement. Là, on n'est plus sur une expertise qui est payée à 100% par l'employeur. Alors, vous avez les expertises cofinancées, ce qu'on appelle les expertises 80-20, 80% payées par l'employeur, 20% payées par le CSE. Ce sont des expertises soit ponctuelles, soit récurrentes, comme les orientations stratégiques, le droit d'alerte. On a parlé pas, tout à l'heure du droit d'alerte, danger grave imminent, par exemple. L'opération de concentration, les OPA, OPE, expertise sur projet. Alors, les expertises sur projet, ce sont les projets importants modifiant les conditions de travail. Là aussi, on peut fournir une expertise organisationnelle. L'expertise dans le cadre des nouveaux accords unifiés. Les nouvelles technologies rentrent dans l'expertise pour projets importants. Et puis, à partir de 300 salariés, les négociations sur l'égalité professionnelle. Autre point important, puisque le CSE a un budget de fonctionnement, vous pouvez aussi décider d'une expertise libre, une expertise contractuelle. Là, elle sera payée, cette expertise, sur le budget de fonctionnement du CSE. Donc, ça se prépare. Il est possible, dans certains cas, si vous n'avez pas les moyens de payer les 20%, que ce soit l'employeur qui prenne en charge les 100%, l'entièreté du coût de l'expertise. Mais pour cela, il faudra deux préalables. Il n'y ait pas de transfert des excédents de votre budget de fonctionnement sur les 3 dernières années. Voilà. Mais bon, on est sur des cas très particuliers. Romaric, si tu veux bien passer à la slide suivante, voilà. En gros, nous espérons avoir réussi, Romaric et moi, à vous convaincre qu'il est important pour vous de mettre les moyens en jeu, enfin de mettre en place les moyens qui vont vous permettre de remplir votre rôle. Le premier étant le collectif. Romaric, il faut que tu cliques pour afficher le collectif. Le collectif, la richesse du collectif, il faut profiter en fait des compétences et des appétences de l'ensemble des élus du CSE et des gens qui gravitent autour du CSE. Vous avez ensuite les appuis en expertise. Donc les appuis en expertise, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des compétences extérieures qui vont venir renforcer en fait votre légitimité vis-à-vis de vos directions. Naturellement, la légitimité, je viens d'en parler, votre organisation et l'exercice de vos prérogatives dans l'ensemble de leur étendue vous donne une certaine légitimité aussi auprès de votre direction. Et tout ça au service du dialogue social. Ce sera notre principale conclusion de votre en fait, engagement au service de ce dialogue social. Bon, naturellement, Syndex est à votre disposition pour vous accompagner sur les différents champs. Vous disposerez naturellement de ce support, donc vous pourrez regarder ces éléments-là. Je pense que maintenant, il est important peut-être de passer aux interrogations. Donc, je vais demander à Mathieu peut-être de passer la parole. Alors, on a quelques questions juridiques, hein. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à tout, mais peut-être passer la parole à Philippe qui pose une question sur la formation. Je vais à ce moment-là lire la question. La formation SSCT est décomptée dans le nombre de jours, 12 jours formation dans l'année ayant droit. Alors évidemment, la question n'est pas très facile à lire, mais de ce que je comprends, il faut faire la distinction dans les formations du CFESE, qui vous donne effectivement 12 jours de formation, du droit à votre formation dans le cadre de vos nouveaux mandats. Hein, voilà. Donc, dans le cadre de vos nouveaux mandats, sur la partie SSCT, je vais laisser Romaric répondre hein, entre les 3 et 5 jours pour bien expliquer la différence entre les deux. Oui, je vais juste compléter, mais tu as déjà donné la réponse, Catherine. Si vous êtes premier mandat et ou appartenant à la commission SSCT, alors vous avez le droit à 5 jours. Si vous êtes sur un renouvellement, alors vous aurez le droit
à 3 jours. D'un point de vue pratique pour nous, c'est pas très simple à gérer. Mais voilà, en tout cas, on vous invite à utiliser vos 5 jours ou vos 3 jours sur la partie SSCT. Sinon, peut-être Florence, si elle est toujours avec nous, qui a posé une question sur le règlement intérieur, qui est une question juridique. Florence, on vous Bonjour, écoute. vous Bonjour. m'entendez? J'entends. Parfaitement. Ouais. Alors nous, en fait, c'est un nouveau CSE qui se met en place où il n'y avait pas il y avait eu carence du coup il y a 4 ans pour les élections et du coup là on est en train de d'établir le règlement intérieur qui n'est pas encore validé. On va être à notre troisième réunion. Et du coup, j'ai vu que pour ouvrir les comptes en banque, pour le CSE, il nous fallait une copie du règlement intérieur. Et du coup, je voulais savoir si c'était vraiment ça. Alors, personnellement, je n'ai pas la compétence pour vous répondre. Je ne sais pas si, Romaric, tu disposes de cette compétence parce que c'est purement juridique. En revanche, on note votre question et on vous apportera la réponse. On va consulter notre service juridique pour vous apporter la réponse par mail. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Nous avions aussi une question un peu juridique de Marc, si Marc veut bien prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Marc, alors moi, je travaille dans l'enseignement privé. Je précise ça parce que c'est pas courant, je sais, d'avoir des élus CSE dans l'enseignement privé. Et nous, on a affaire à des directions qui sont pas très transparentes et qui refusent de nous donner les comptes annuels de l'établissement et qui nous renvoient à la BDSE, qui est tellement incomplète que de toute façon, ça nous apporte pas plus que ça. Donc, je Oui. voudrais savoir si ils sont dans la légalité de ne pas nous donner les comptes annuels. Voilà. Alors, si ils considèrent avoir alimenté la BDESE pour les informations qui vous sont nécessaires dans le cadre de la consultation, ils ont rempli leurs droits en fait. Après, vous, si vous estimez que l'information qui vous est fournie est insuffisante, ce que vous avez l'air de qualifier, si cette information est insuffisante, vous pouvez effectivement soit recourir à un expert pour Oui, aller essayer ou tenter d'aller chercher de l'information supplémentaire, soit aller sur un délit d'entrave si la direction refuse de vous donner les informations qui sont pertinentes dans le cadre de cette consultation. d'accord. Merci. Je t'en prie. Ensuite, qu'est-ce que nous avions comme question? Vincent, peut-être, sur notamment les avis et les procès-verbaux. Oui, bonjour. Jo. Bonjour. Moi, je voulais savoir la validité juridique parce que avec les lois de dit Macron, Oui. euh, la validité juridique sur les PV de CSE quand ils sont validés et sur les avis motivés, favorables ou défavorables. Alors surtout sur les PV de CSE, est-ce qu'ils restent au sein de l'entreprise ou est-ce qu'il y a une obligation de les transférer à l'inspection du travail ou à d'autres organismes et peuvent servir après en cas de recours par un salarié au niveau juridique? Alors, à ma connaissance, si vous parlez des PV, on va plutôt noter la question là aussi pour voir sur le plan juridique avec notre service juridique. En revanche, pour les avis, je peux vous répondre. Oui, Les avis sont les avis qui concernent la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise sont normalement et légalement transmis au conseil d'administration de l'entreprise. ok. Si cet avis comporte des questions ou des observations qui nécessitent des réponses, le conseil d'administration doit normalement vous répondre. Le légal ne précise pas le délai de réponse, mais vous pouvez naturellement relancer si vous n'avez pas eu les réponses attendues. À partir du moment où l'avis est voté par le CSE, il a valeur juridique comme un procès-verbal et cet avis sur la politique sociale est tenu à la disposition. Il n'est plus envoyé, ce qui était le cas dans dans le cadre de la première rédaction des ordonnances, est tenu à disposition de l'inspection du travail. Mais rien ne vous empêche de demander éventuellement à votre direction, mais ça relèvera de son bon vouloir, de transmettre l'ensemble de vos avis à votre conseil d'administration. Conseil d'administration ou à la gouvernance, hein, ça peut être un autre en fonction de votre forme juridique de société. Alors, et puis sur le PV, alors bien, comme vous le savez, le PV doit être transmis
à l'ensemble des salariés est affiché. Le PV est bien sûr une pièce juridique, donc si ça part en justice, c'est un document officiel qui peut être mobilisé par les avocats, les juges, etc. Et ça a été souvent le cas dans des affaires qui ont été jugées. Par contre, est-ce que le PV peut être diffusé à l'extérieur de l'entreprise? Ça, c'est pas autorisé, sauf certains cas très particuliers, mais le PV n'a pas vocation à sortir de l'entreprise, sauf notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement économique ou dans le cadre d'une affaire en justice. D'accord, merci. Voilà, bon, si nous n'avons pas répondu à l'ensemble de vos questions, malheureusement, nous arrivons au terme de ce webinaire. Vous pouvez naturellement continuer à nous envoyer vos questions au travers, grâce au site Syndex, donc syndex.fr. Vous avez une fonctionnalité contact qui vous permet de formaliser vos questions. Donc, on a bien noté les questions pour lesquelles nous n'avons pas répondu et qui ont été posées par vous pour vous faire une réponse ultérieure. Nous vous rappelons que sur le site syndex.fr, vous allez trouver une multitude d'informations. Vous retrouverez ce webinaire d'ici la fin de semaine pour pouvoir le passer en replay, le partager avec les autres élus ou avec des élus d'une autre entreprise que vous connaissez. Vous pouvez le partager sans aucun souci. Vous disposerez naturellement là aussi du support. C'était une des questions que l'on avait. Et notez que le prochain webinaire portera notamment sur l'optimisation fiscale et l'incidence que ça peut avoir sur vos formules de participation et du partage de la valeur, qui aura lieu le 28 mai prochain. N'hésitez pas à nous contacter via le site. Vous avez sur le site une multitude d'informations qui vous aideront dans le cadre de votre fonctionnement de CSE, qui arriveront en appui par rapport aux échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui. Merci en tout cas à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Désolée pour, pour les petits problèmes techniques au démarrage et merci de votre compréhension. Une bonne fin de journée à vous. Merci, au revoir.